On va revenir maintenant sur les intempéries qui ont touché les Alpes-Maritimes. Ouais, beaucoup de réactions, d'interrogations bien sûr après ces violentes intempéries, beaucoup de messages de compassion aussi qui arrivent pour savoir notamment à qui faire des dons. Et puis ces questions, est-ce qu'on aurait pu éviter ça? Comment mieux se préparer, anticiper? Nous sommes en direct avec le commandant Alexandre Joissard. Bonjour, merci d'être avec nous, représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Et on vous a rappelé parce que vous avez évoqué sur notre antenne le plan familial de mise en sûreté. Vous disiez, il faudrait que tout le monde les remplit parce que chacun a une responsabilité. C'est pas pour faire paniquer, c'est juste se préparer. On peut tous en fait être concernés par une catastrophe. Le voici, voici à quoi ça ressemble, ce fameux plan familial de mise en sûreté. Il faut que vous nous expliquiez un petit peu en quoi ça consiste. Alors je vous remercie de me donner la parole. Sur une gestion de crise, vous avez évidemment les pouvoirs publics, les services d'incendie de secours, les gendarmes et autres services qui sont amenés à intervenir. Mais vous avez également le citoyen qui doit être au cœur de sa propre sécurité. Le plan familial de mise en sûreté, l'objectif est que vous preniez un temps à la maison avec votre famille pour le remplir, afin de remplir les différentes informations importantes le jour où il se passerait une crise. Donc ça veut dire déjà commencer par identifier les risques, parce qu'il y a des inondations, mais il peut aussi y avoir un camion citerne qui se renverse, il y a ceux qui habitent pas loin d'une centrale nucléaire, un séisme, une crue d'un fleuve. Tout à fait, la liste que vous venez de donner n'est pas exhaustive, mais en effet, vous avez bon nombre de risques sur beaucoup de départements. Quand vous vous déplacez, par exemple, pour les vacances estivales, vous allez aller dans un nouveau département avec de nouveaux risques. Et il est important de réaliser ce plan familial de mise en sûreté pour informer votre conjoint ou conjointe, mais également pour informer les enfants des conduites à tenir s'il y avait un risque important de type avalanche si on est à la montagne, ou d'inondation ou de tempête si on était sur les côtes, par exemple. Justement, si quelque chose se passe, c'est important de savoir aussi comment on va être alerté. Tout à fait. L'alerte est un autre point très important. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'a dit. L'objectif est en 2022 d'avoir le Cell Broadcast. Le Cell Broadcast, c'est quoi? C'est avoir l'information sur son téléphone d'une crise qui pourrait arriver dans un secteur, un département, une région. Et donc d'informer toute la population à savoir, dans 4, 5, 6 heures, vous allez avoir un risque. Et donc, ne prenez pas le véhicule. Mettez en place les actions que vous avez inscrites dans votre plan de mise en sûreté. Important de connaître aussi les bons gestes, les bons réflexes à avoir en cas d'alerte. Par exemple, savoir comment couper l'eau, comment couper le gaz, où est le tableau électrique et autres. Tout à fait, les actions de coupure des fluides, mais également ne pas se déplacer pour aller chercher son enfant à l'école, puisque il y a le même type de plan qui est réalisé par l'Éducation nationale pour prendre en charge les enfants qui sont au sein des écoles. Lorsqu'on finit son travail, ne pas spécialement prendre le véhicule pour rentrer à domicile si la route est déjà inondée. Ce sont tous ces éléments-là qu'il faut anticiper pour que le jour de la crise, ne pas répercuter des actions qui pourraient être dangereuses pour la population. On repère aussi où se mettre à l'abri à la maison. On fait éventuellement un stock. Là encore, on ne va pas retrouver les caddies de papier toilette et de coquillettes. C'est juste anticiper. Oui, quelques conserves, avoir de quoi se sustenter s'il y avait une problématique, et là c'est le cas, d'électricité pendant des jours. Voilà, ce sont des éléments, avoir quelques litres d'eau d'avance, et ensuite les secours vont faire le nécessaire pour vous apporter de l'aide évidemment, mais pouvoir être dans les 24 à 48 heures au départ de l'action ou de la crise, être un petit peu autonome. Il faut être prêt aussi à pouvoir évacuer vite et léger, j'allais dire. Oui, il faut faire la copie, par exemple, de ces documents administratifs qui pourraient être importants auprès des assurances ou même pour donner son identité. Avoir une copie de ces documents-là importants qui permet de partir avec un sac, partir avec quelque chose de léger et avoir déjà tout sur soi. Voilà, c'est ça l'anticipation, c'est la capacité à pouvoir avoir tous ces éléments à portée de main le jour où il se passe quelque chose. C'est important aussi de parler des bons réflexes une fois qu'on revient dans sa maison, quand on a reçu l'autorisation des autorités pour rentrer. Repérer une odeur suspecte. Oui, une odeur suspecte, avoir par exemple une fissure qui n'aurait pas été vue dans un mur. Voilà, dans le cas de sinistres majeurs, il y a un impact sur le mobilier, un impact sur l'environnement qui est le nôtre. Et il faut être la première vigilance lorsqu'on est de retour à la maison. Je sais, là, vu que l'occasion m'est donnée, que
que des personnes vont commencer à rentrer dans leur habitation avec toute la difficulté de nettoyage et de réappropriation de la maison. Voilà, mais il est important d'avoir ce regard-là pour pouvoir alerter en cas de difficulté. Un dernier mot, ce plan, où est-ce qu'on le trouve? C'est important de dire, voilà, c'est en ligne, c'est sur le site du ministère de l'Intérieur, c'est auprès de son assureur, auprès des pompiers, on peut le trouver aussi? Tout à fait, il y a plusieurs voies d'accès pour accéder à ce plan familial de mise en sûreté. Vous avez évidemment le portail du ministère de l'Intérieur sur lequel vous pouvez le retrouver, les assurances également, et plusieurs informations qui peuvent vous être données par votre mairie, par exemple, pour les risques qui pourraient être présents sur votre commune. Et puisque vous me donnez l'occasion de parler une dernière fois, je souhaiterais évidemment avoir une pensée pour toutes les équipes qui sont actuellement sur le terrain et les habitants qui n'ont pas encore pu rejoindre leur domicile et qui pensent à leur famille disparue. Voilà, on a une pensée, nous, sapeurs-pompiers de France, à toutes ces équipes-là et à toutes ces personnes. Merci beaucoup, commandant, d'avoir été avec nous et votre message. Vos pensées sont passées. Certains villages, d'ailleurs, ce matin, sont encore inaccessibles. Par endroits, les dégâts sont absolument considérables. Alors, les habitants, pour l'instant, partent au plus pressé, mais bientôt, il va falloir appeler les assureurs. En plateau avec nous, Olivier Moustakakis, cofondateur d'assureland.com. Alors, la procédure de catastrophe naturelle est engagée pour que le Conseil des ministres puisse la déclarer dès demain. C'est ce qu'a assuré le Premier ministre. Il y a une quarantaine de communes qui sont concernées. Question de Janine. Concrètement, qu'est-ce qu'un arrêté de catastrophe naturelle change pour nous? Alors ça change beaucoup de choses parce que ça va être une prise en charge obligatoire avec un délai d'indemnisation qui est raccourci. C'est-à-dire que les assureurs vont avoir 3 mois pour indemniser les personnes qui ont été touchées dans les communes qui ont été déclarées en état de catastrophe naturelle. Premier point. Et ensuite, au niveau des assurés, ça va leur donner un délai supplémentaire pour faire leur déclaration auprès de leur assureur puisqu'ils disposent d'un délai de 10 jours. Donc, ils passent de 5 à 10 jours. Alors justement, c'était la question de Joël. Quel délai a-t-on pour faire sa déclaration de sinistre auprès de son assureur? Est-ce qu'il y a une marge? Parce qu'encore une fois, on n'a pas forcément la tête non plus à sa déclaration tout de suite. Hors état catastrophe naturelle, c'est 5 jours. D'accord. Quand le décret de catastrophe naturelle est paru au journal officiel, on dispose d'un délai de 10 jours. Donc a priori, il va paraître demain ou jeudi au plus tard. À partir de là, les 10 jours sont enclenchés. Exactement. Et si on a oublié, est-ce qu'il y a une forme de souplesse quand même dans ces cas-là? Il faut se rapprocher de l'assureur, mais a priori, on n'oublie pas, parce que bon, les communes sont là aussi pour aider. Non, mais on n'a pas forcément le temps de remplir ces papiers quand on est dans l'urgence. Les gens, quand même, le font de manière systématique. Alors justement, quels sont les bons réflexes à avoir pour remplir cette déclaration, pour être sûr d'être remboursé au mieux? On prend des photos, on ne touche à rien au début. Alors tout à fait, il faut essayer de récolter le maximum d'éléments. Donc si on conserve des factures, si on a digitalisé certains éléments sur le cloud, on peut pouvoir les ressortir. Donc factures, photos également. Et ne pas oublier aussi d'essayer de préserver. C'est-à-dire c'est pas parce que vous avez été victime d'une catastrophe naturelle, d'une inondation, etc., qu'il ne faut pas essayer de préserver le reste. Donc si vous pouvez essayer de protéger votre habitation qui a été touchée par une inondation, par une coulée de boue, ne pas hésiter à le faire, parce que l'assureur ensuite pourrait vous reprocher de ne pas avoir pris les mesures nécessaires. Très concrètement, c'est on met une bâche sur un toit qui est un peu abîmé, on met des planches là où il n'y a plus de vitres. C'est de cet ordre-là. Protéger au maximum pour éviter une aggravation, on va dire, des dégâts. Très bien. Est-ce qu'il y a une visite indispensable des experts? Est-ce qu'il faut les attendre? Pas forcément. Ça, ce sont les assureurs ensuite qui prennent en charge tout ce mécanisme-là. Mais de toute façon, ils ont un délai de 3 mois pour indemniser. Donc, ils font les démarches nécessaires. Ça se joue sur quoi, d'ailleurs, la décision d'envoyer un expert ou pas? C'est en fonction du montant et de la nature du sinistre, tout à fait. C'est à la discrétion des assureurs. Est-ce qu'il y a une différence entre particulier et professionnel? Alors, particulier et professionnel, c'est surtout le montant de la franchise qui va changer et le contrat. Donc déjà, il faut être assuré, c'est un vrai point. Parce qu'on rappelle que notamment l'assurance habitation n'est pas obligatoire. Alors l'assurance habitation n'est pas obligatoire en maison individuelle, elle est en copropriété. Donc déjà, il faut disposer d'un contrat d'assurance. Et par exemple, pour les véhicules automobiles, si vous êtes simplement assuré en responsabilité civile, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de contrat de garantie dommage, vous ne serez pas couvert par l'arrêté de catastrophe naturelle. Donc vous ne serez pas indemnisé si votre véhicule a été détruit suite à une inondation ou une coulée de boue. Ça, il faut le savoir. Il y a beaucoup de mauvaises surprises dans ces cas-là, des gens qui se pensaient couverts ou qui sont beaucoup moins remboursés qu'ils ne l'espéraient? Oui, parce qu'ils ne sont pas forcément au courant de toutes les dispositions de leur contrat. Et en effet, il y a des gens qui pensaient être assurés pour leur véhicule dans le cadre d'une catastrophe naturelle et qui ne le sont pas parce qu'ils sont simplement assurés en responsabilité civile.
c'est-à-dire pour les dommages qu'ils pourraient causer à des tiers. Mais ils n'ont pas de garantie. C'est l'occasion d'aller vérifier ces contrats là en ce moment pour C'est pour toujours tout le monde. l'occasion de jeter un œil, d'essayer de comprendre ce pourquoi on est assuré, tout à fait. De faire jouer la concurrence aussi, tant qu'à faire. Bien sûr, On peut ça à tout moment ou pas? bien sûr. Depuis la loi Hamon, à partir d'un an d'assurance, vous pouvez à tout moment résilier votre contrat et aller chercher un contrat différent auprès d'un autre assureur. L'indemnisation, ce sera pour quand au mieux? Il y a un délai de 3 mois. Alors après, ça peut être étendu parce qu'il y a des sinistres, notamment quand il y a des inondations, etc., où l'intégralité des dégâts, il faut attendre que tout soit sec. Donc ça peut prendre plusieurs mois. Mais il y a une avance au moins qui est consentie immédiatement. Ça représente Pour quoi aider. l'avance? Quel pourcentage à peu près? C'est fonction du montant du sinistre au global, c'est fonction de plein de paramètres. Donc là-dessus, on ne peut pas vous donner une réponse précise. C'est vraiment fonction au cas par cas. Mais les assureurs sont impliqués dans ce genre de catastrophe et font le maximum pour assister les gens. On le sait, dans ce qui s'est passé dans les Alpes-Maritimes, il y a des maisons qui ont été détruites entièrement. On estime à au moins 100 maisons qui ont été détruites. Lorsqu'une maison est inhabitable, elle est entièrement dévastée. Qu'est-ce qui se passe? On calcule comment? C'est le prix d'achat de la maison, le prix de la construction, l'estimation qui en est faite aujourd'hui. Comment est-ce qu'on rembourse quelqu'un dont la maison n'existe plus? Alors là, tout dépend également de la nature du contrat et de ce que vous avez souscrit comme contrat. D'accord. Soit vous avez des contrats avec reconstruction à neuf, soit avec de la vétusteté qui rentre en ligne de compte. Oui. Ça, c'est en fonction de la nature du contrat. Ce qui se passe en règle générale, c'est que les gens sont relogés, le temps de trouver une solution. Voilà. Et aussi, ce qu'il faut aussi réaliser, c'est que toutes ces situations catastrophiques que l'on voit, parce qu'il y a des décès aussi, des gens qui se retrouvent du jour au lendemain complètement démunis, hors de leur maison, ça a été aussi le fruit d'une urbanisation à outrance, qui a été faite dans des zones qui étaient inondables et qui étaient à risque. Donc le maître mot là-dedans, c'est tous les plans de prévention des risques qui sont mis en place par les communes. Et les communes sont d'ailleurs incitées à le faire, puisqu'autrement, les doublements, il peut y avoir un doublement, voire un triplement, voire un quadruplement des franchises qui sont appliquées au niveau ensuite des sinistres catastrophes naturelles. Donc la prévention est un maître mot. Après, on est dans un système aujourd'hui qui, depuis quelques années, est déficitaire, puisqu'il y a une taxe de 12% qui est appliquée sur les contrats dommages, donc sur l'assurance habitation. Et les prévisions de la Caisse centrale de réassurance, qui est l'organisme qui prend en charge tout cela, donc qui dispose d'une garantie illimitée de l'État, c'est que jusqu'en 2030 et 2050, il y a a priori une augmentation des sinistres de cette nature. Ça s'accumule, là on en était à une dizaine de tempêtes cette en termes de année. fréquence, en termes de coûts, donc ça se chiffre par milliards, année après année, et que donc les 12% ne vont plus suffire. Et eux prévoient qu'il faudrait passer d'ici 2030 à 18% la taxe, la surprime sur les contrats d'assurance dommage. Voilà, normalement vous avez toutes les réponses. Pour aider au mieux, encore une fois, là on est dans l'urgence, on part au plus pressé, mais voilà au moins les bons réflexes grâce à vous. Merci beaucoup Olivier Moustakakis.